Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'influence RSE des grands dirigeants, des patrons du CAC notamment. Qu'expriment-ils exactement sur les réseaux sociaux? On le saura dans quelques instants avec Laurent-Cédric Verscher, il est directeur senior associé chez Epoca à l'origine d'une étude passionnante. La pause café, en quoi la pause café est-elle indispensable? On va en parler avec Caroline Ricros, c'est vrai que c'est toujours un petit moment de détente agréable. On fera le point dans la pause café. Plus cercle RH, on va parler du marché du travail, du marché de la sélection au marché de la séduction. On va en parler avec des experts et des DRH parce que c'est vrai que bien, ça modifie le rapport évidemment au recrutement. On fera le point. Ce sera le débat de Smart Job. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, on découvrira Jean-Baptiste Morin et un nouveau métier, carriérologue. Qu'est-ce que c'est que ce métier? On le découvrira à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Tout de suite bien dans son job et on va s'intéresser au patron du CAC 40. On en parle beaucoup alors sur les dividendes, mais un peu moins sur la manière dont ils abordent les réseaux sociaux et ce qu'ils disent sur ces réseaux sociaux. C'est qu'on parle beaucoup d'argent, assez peu de leur influence. Et justement, on va en parler à travers une étude passionnante et on en parle avec Laurent-Cédric Verscher. Bonjour Laurent-Cédric, vous êtes directeur associé senior chez Epoca et vous êtes à l'initiative de cette étude, c'est-à-dire que vous avez sondé non pas les cœurs, mais vous avez sondé les réseaux sociaux pour essayer de savoir ce que disaient les patrons du CAC 40. Qu'est-ce qui ressort de cette étude et pourquoi avoir eu cette idée? Alors, ça a été en effet une étude passionnante. On a eu l'idée de faire cette étude parce que finalement, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on observe évidemment que les patrons, c'est des vrais leviers d'influence positive pour les entreprises. D'ailleurs, vous en êtes le bon exemple. Vous passez la journée à recevoir des patrons. Et en fait, donc du coup, on s'est particulièrement intéressé aux résultats d'une étude en début d'année qui montrait qu'en fait, ils participaient d'ailleurs plus qu'à l'influence, à la crédibilité de l'entreprise. Et que les audiences les jugeaient en général plus crédibles quand ils s'exprimaient directement que quand c'est l'entreprise qui s'exprimait. Donc ça, c'était une des raisons. Ils incarnent et ils portent l'entreprise. Ils incarnent, ils portent et donc du coup ils participent à la crédibilité de l'action de l'entreprise. Et l'autre sujet, évidemment, qui nous intéressait, c'est la montée en puissance de la thématique RSE qui s'invite et qui infuse complètement les stratégies des entreprises. Et donc du coup, on voulait croiser ces deux éléments et voir comment finalement les patrons s'emparaient de la thématique de la RSE et puis surtout finalement, au-delà de ce qu'ils disaient, quel impact ça avait en termes d'audience. Je voudrais quand même préciser, pour être bien précis, c'est que les deux réseaux sociaux plébiscités par les patrons du CAC, c'est Twitter, et puis un réseau social qui cartonne, c'est LinkedIn. Exactement, qui cartonne, absolument, vous avez raison, avec d'ailleurs une proportion assez importante, toutes thématiques confondues, les patrons en moyenne sont quasiment à 80% actifs et influents sur LinkedIn, et un peu moins de 50% sur Twitter. Donc voilà, ça d'ailleurs c'était un des premiers, on a revérifié ça. Donc ce qui était d'ailleurs intéressant de voir après par rapport à la RSE, c'est que sur ces réseaux sociaux, les patrons ont à peu près dans leur ligne éditoriale, si on peut le dire comme ça, clairement, mis la RSE à peu près à 30% des thématiques qu'ils ont évoquées. Et il reste ensuite quoi? Le people, enfin les choses plus personnelles? Après, alors vous avez raison. Ouais, il y a des choses, j'ai vu qu'il y avait des choses personnelles. En fait, c'est la stratégie, beaucoup évidemment, l'innovation en social media, souvent ils participent à ces sujets-là, ils prennent ce sujet-là, les succès de l'entreprise et puis aussi en effet certains partagent des convictions personnelles, y compris en lien avec le sport ou des loisirs qu'ils peuvent avoir dans une mesure souvent lié au sponsoring aussi. Enfin, faut préciser que ce sont des entreprises engagées aussi dans les JO. Oui, c'est je pense vrai. aux JO, donc ils s'engagent. Parfois, on a aussi quelques patrons qui vont porter vraiment des convictions ou des loisirs. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'auparavant, les patrons du CAC 40 étaient des hommes souvent très discrets, donnaient une interview dans les Échos ou dans le journal économique une fois par an et on ne les voyait plus. Là, le réseau social les implique, les engage, je dirais, sur une forme de régularité dans le propos. Entre le greenwashing, parce qu'il y a quand même un palmarès dans votre étude qu'il faut voir, Alstom, L'Oréal et 5 autres entreprises, EDF, à travers leurs patrons et leurs incarnations. Les autres parlent un peu moins, on est d'accord? Alors, en fait, les autres,
il y a en effet un palmarès de patrons qui est particulièrement actif. Oui. Et qui aussi suscite de l'engagement. Je pense qu'en fait, ce qui est aussi important de préciser, et ce qui était un des grands enseignements de l'étude, c'est qu'en fait, finalement, quand un patron s'exprime sur la RSE, ça suscite plus d'engagement de la part des audiences, c'est-à-dire plus d'intérêt. Et, donc ils sont plus suivis lorsqu'ils s'expriment sur ces réseaux, sur ces thèmes. Les posts, les publications sont davantage commentés, partagés et likés. C'est ça, du coup, l'engagement. Et donc, du coup, ça a une caisse de résonance plus forte et ça montre aussi l'intérêt des publics sur ces questions-là. Mais c'est très politique quand même, parce que chaque mot prononcé par un patron du CAC 40, évidemment, il va s'adresser à ses collaborateurs, aux citoyens qui l'écoutent et qui le regardent, mais il y a aussi quand même les investisseurs, il y a le marché, tout ça est extrêmement sensible. Bien sûr, c'est sensible. Je pense qu'en fait, ce qui était aussi intéressant et ce qu'on a essayé de voir, c'était en fait dans quelle mesure c'était vraiment en lien avec la stratégie des entreprises. Et justement adresser ce sujet des investisseurs et voir si les patrons étaient complètement en phase avec la ligne stratégique ou s'ils pouvaient parfois se permettre un peu Certains font des pas de côté, il y a des patrons qui font des petits pas de côté, lesquels par exemple ? Des pas de côté. Pas forcément, mais en revanche, certains patrons surpondèrent très clairement certaines thématiques. Par exemple, c'est le cas de Catherine McGregor chez Engie, qui est en tête d'ailleurs dans votre palmarès. En tête, oui, du classement côté Twitter. Côté Twitter, c'est vrai, parce que vous distinguez LinkedIn et Twitter. Et elle, c'est intéressant d'ailleurs de regarder en effet sa ligne éditoriale sur Twitter, parce qu'elle est déjà très active, et elle surpondère très clairement la thématique de l'environnement, ça, de la RSE. Parce qu'en fait, la transfo, c'est pas que l'environnement, la RSE, et d'ailleurs, c'était aussi une des grandes surprises de l'étude, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a observé tout ce que disaient les patrons, c'est-à-dire qu'en fait, sur le premier semestre, on voulait un moment d'analyse vraiment égal et comparable, un peu plus de 400 publications, donc il y a quand même une volumétrie. Il y a du volume. En fait, ce qui ressortait, c'est la grande thématique majoritaire préemptée par les patrons, c'est celle de l'environnement. C'est l'actualité centrale. Et c'est l'actualité centrale, mais en revanche, la surprise, c'est qu'en fait, c'est pas l'environnement qui a suscité le plus d'engagement. Alors, ça suscite un engagement très fort. Il y a deux autres thématiques, une sur Twitter, la question des droits de l'homme, et sur LinkedIn, la question des conditions et des relations de travail. Et ça, c'est intéressant. Ils sont challengés sur des thèmes. Ils parlent beaucoup sur le thème d'environnement et de climat. Et en même temps, ils sont challengés plus sur des thèmes droits de l'homme. Et les audiences s'intéressent aussi à ces questions-là. Mais challenger, ça veut dire qu'on les interpelle, on est d'accord. On les interpelle, on commente, ça crée plus d'interaction. Alors après, il faut aussi prendre quand même aussi en compte un peu le contexte qu'on a cette année. Sur la question des droits de l'homme, on a creusé un petit peu pour comprendre ce résultat. On s'est rendu compte que y avait le contexte géopolitique qu'on connaît et les patrons s'étaient quand même beaucoup exprimés aussi sur la question du conflit en Ukraine. C'est vrai. Et donc du coup, ça a aussi un peu peut-être surpondéré cet aspect-là. J'allais dire faussé, vous dites surpondéré, c'est-à-dire que l'actualité la plus brûlante qui a un impact direct sur est-ce qu'on retire ou pas nos activités de Russie, est-ce que nos activités ukrainiennes, a impacté un peu l'étude. Exactement, a impacté, et c'est bien normal. Juste avant de nous quitter, Laurence-Éric Verschoor, c'est une question que je me posais en regardant votre étude qui est intéressante, parce que c'est la première fois qu'on découvre le volume, la volumétrie et les thèmes traités par les patrons du CAC. C'est vraiment eux qui les écrivent ou pas ? Ça dépend. Certains, oui, et très clairement, c'est visible. Ça vient d'eux ? Oui, c'est spontané. C'est souvent ceux-là, d'ailleurs, qui font des pas de côté un peu surprenants. C'est ça. Et puis, d'autres, sans doute, ont un peu d'équipe et de logistique pour pouvoir les accompagner. Mais ce qu'on observe quand même de plus en plus, c'est qu'au-delà de la publication, on rentre dans des logiques conversationnelles et on voit très bien, parce qu'il y a des interactions, que souvent, c'est eux derrière les interactions. Et c'est plutôt, pour le coup, un très très bon signal, parce qu'en fait, on se sert de la plateforme pas que pour être un lieu d'exposition, mais aussi un lieu d'interaction. Évidemment, merci, c'est passionnant, une étude à découvrir sur le site d'Epoca, une étude complète sur 6 mois, sur le volume d'écrits sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Il y a des palmarès, il y a des classements, on voit vraiment les patrons les plus engagés. Merci Laurence-Éric Verschoor, directeur associé senior chez Epoca. C'est un vrai plaisir de vous accueillir tout de suite. C'est la suite de nos programmes, évidemment.
La pause café avec Caroline Ricross. Et ça tombe bien, on parle aujourd'hui de la pause café. Caroline, c'est ce qu'on appelle l'effet poupée gigogne. Mais c'est ça, là, je défends un peu ma chronique aujourd'hui. Il faut se battre pour votre chronique parce que vraiment, Dieu sait si la pause café dans une entreprise, même au lycée, à la fac, Dieu sait si elle est importante. Eh bien oui, pour ceux qui pouvaient encore en douter, en fait, faire une pause pendant son travail est tout simplement jugé indispensable par la plupart des salariés français. C'est en fait ce qui ressort d'une étude réalisée en juin dernier par l'Institut de sondage OpinionWay. 9 salariés sur 10 l'estiment véritablement indispensable. Mais alors, pourquoi, vous allez me dire, parce que cette pause café, on sait, tout le monde l'a fait un peu, pause café ou pause thé, mais pourquoi c'est si important? Pour 8 salariés sur 10, elle est jugée essentielle pour leur bien-être mental. La pause café, en fait, c'est un moment de convivialité pour la plupart des gens. Selon cette étude, elle permet de parler avec ses collègues, d'autres choses d'ailleurs que le travail. Pendant la pause café, on parle un peu de soi. Et elle participe du coup à la convivialité, à l'ambiance générale de l'entreprise. Une pause jugée également essentielle sur le plan physique pour 7 salariés sur 10. On se déride un peu. C'est ça, pour les gens interrogés. En tout cas, elle permet de relâcher la pression de la journée et prendre un peu l'air, par exemple, dehors pendant un petit moment pour un peu relâcher la pression. C'est un temps que l'on passe souvent avec ses collègues, mais il y a aussi des gens qui préfèrent le passer seul, un petit moment pour soi. 2 salariés sur 10, par exemple, profitent de ce moment pour surfer sur les réseaux sociaux. Et puis certains planifient également leur week-end, le week-end prochain, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc on prend des billets de train, voilà. Et d'autres gèrent également les urgences du quotidien. Je précise quand même que quand on fume sa cigarette pendant la pause café, c'est bien de mettre le mégot dans la poubelle. Parce que ça évite que devant les entreprises, vous ayez 1000 mégots qui viennent polluer les nappes phréatiques. C'est juste une petite parenthèse, mais c'est un message que j'envoie à ceux qui fument des cigarettes. Caroline, alors, ça reste un rituel. Et oui, il y a les pauses café qui sont pratiquées au moins une fois par jour par 7 salariés sur 10, mais aussi les pauses grignotage. À peu près la moitié des salariés s'y adonnent, en tout cas ceux qui ont répondu à ce sondage. Mais le sondage est allé encore plus loin, et finalement, il n'y a pas que la pause café ou la pause déj qui est possible en entreprise. 23% des travailleurs pratiquent par exemple des pauses méditation ou détente. Alors ça, j'avoue que moi, j'en connais pas beaucoup. Il y a des salles de repos, effectivement. Oui, c'est ça. 19% des pauses sportives. Et pour plus de 1 salarié sur 10, une pause même dodo, une petite sieste pendant le travail. Des pauses, par contre, qui diffèrent selon les générations et puis le type d'entreprise. En fait, plus on est âgé, moins la pause s'impose. Les moins de 35 ans sont par exemple 64% à prendre une pause pour grignoter un petit encas pendant la journée, alors que les plus de 50 ans ne sont finalement que 42%. La pause méditation est également pratiquée plus par les jeunes que pour les salariés plus âgés. Même la sieste connaît en fait son fossé générationnel. Les seniors ne se laissent pas vraiment tenter par cette activité. Ils ne sont que 15% à fermer les yeux pendant le travail. C'est ça, les jeunes se reposent plus. C'est un grand paradoxe. Sans surprise, c'est parce qu'on parle d'une pause café, rentrons un peu dans les produits, puisqu'on parlait de grignotage, de boissons. Les boissons chaudes sont quand même plébiscitées. Oui, la pause café, donc évidemment, c'est surtout le café, le thé ou encore les chocolats chauds. On préférait également apparemment le sucré au travail, en priorité des carrés ou des barres au chocolat, des bonbons ou également pas très bon quand gâteaux, même, Caroline. Pas très bon pour la santé. Bon, on peut quand même en profiter un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, cette pause s'accompagne souvent d'une boisson et d'une friandise. Et en fait, pour la plupart des salariés, en fait, elle permet de mieux tenir entre les repas quand il y a cette petite pause avec un petit encas. Un peu de sucre, évidemment. C'est quoi les impacts concrets de ces pauses café sur l'entreprise? Parce que parfois, elles sont longues, les pauses café. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il y en a certains qui considèrent un peu que c'est une perte de temps. Oui. Pourtant, les pauses café sont véritablement importantes et même bénéfiques pour les entreprises. Elles permettent apparemment un gain de productivité. Oui. D'après cette étude OpinionWay, 29% des salariés disent qu'ils ont besoin en fait de ce moment de pause pour être plus productifs dans leur travail. Parfois, on continue à se parler travail aussi dans les pauses café. Oui, on peut aussi. C'est d'ailleurs dans certaines entreprises, on peut essayer de prendre un café avec ses salariés pour parler un petit peu boulot ou pour régler une situation ou une accroche. Concrètement, que dit la loi? Parce qu'il y a quand même un cadre. On ne peut pas prendre une pause de 3 heures parce que c'est un café. Oui. En France, les pauses effectuées au cours du temps de travail d'un salarié, leur durée et même leur rémunération sont réglementées. Le Code du travail prévoit en fait dans l'article L3121-16 que dès que le temps de travail quotidien dans l'employé atteint 6 heures, en fait, on peut réaliser une pause qui dure à peu près 20 minutes. Donc 6 heures de travail, donc pendant ces 6 heures, on ne peut pas prendre de pause.
Ça, c'est ce que, Non, mais c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Après, les différentes jurisprudences permettent également de faire quelques pauses. D'accord, donc Pourquoi faut bien. vous dites ça, Non, mais je dis ça parce qu'il faut bien la calculer. S'il faut travailler 6 heures et avoir une pause de 20 minutes. Mais la plupart du temps, les pauses durent même pas 20 minutes. Non, mais je ne m'adressais pas à vous, Caroline Ricross, évidemment, mais vous êtes sentie. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette pause café? Oui, c'est d'après les salariés interrogés dans cette étude, et d'ailleurs c'est un inconvénient auquel on ne peut pas véritablement s'attendre, c'est de prendre du poids. Puisque garder en ligne, Arnaud, c'est la préoccupation numéro 1 des salariés qui grignotent. 63% craignent de grossir s'ils font trop de pauses alimentaires pendant leur journée de travail. Un appel du coup peut-être pour les entreprises pour mettre en place des distributeurs où il y a des aliments un peu plus sains. Des pommes, des fruits secs, et pas les barres chocolatées avec beaucoup de sucre et de produits pas bons pour le corps. Merci Caroline. N'oubliez pas de jeter vos mégots quand vous faites votre pause café, c'est important parce que ça pollue la nappe phréatique. Ça aussi, ça contribue à une forme de vertu du salarié à l'égard de la planète. Merci Caroline. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On se retrouve mercredi prochain. Tout à fait. Évidemment. On fait une courte pause et on va s'intéresser alors au sujet central de Smart Job, le marché du travail. Marché classique où évidemment le DRH avait un peu le pouvoir sur le recruter. Là aujourd'hui, les choses se sont inversées. Ce sont ceux qui cherchent un emploi, qui commencent à prendre le pouvoir et qui décident de plus en plus. C'est complexe et ça transforme radicalement le marché du travail. On en parle avec mes invités, des experts de ce sujet. Évidemment, c'est juste après la pause. Le cercle RH, c'est le débat quotidien de Smart Job. On parle du sujet central, évidemment, qui nous occupe et qui va nous occuper, la transformation, la modification du marché du travail. Marché de sélection, c'était classique, c'était avant, mais là, c'est le marché de la séduction. C'est-à-dire que le recruté attend d'être séduit, qu'il soit attiré par l'entreprise, qu'il ait envie de pousser la porte de l'entreprise et de dire « oui, j'accepte de travailler chez vous ». Tous les secteurs sont impactés, toutes les entreprises sont impactées et on va faire le point avec mes invités. Frédéric Potier, merci d'être là. Vous êtes DRH de la MGEN. Alors, je synthétise, qui est la mutuelle et la sécu d'ailleurs des enseignants. C'est le petit triangle qu'on voit sur les voitures. Merci d'être là. C'est plus de 10 000 collaborateurs. C'est plus de 10 000 collaborateurs. Et on parlera de votre campagne marque employeur qui est plutôt intéressante et on va la commenter. Et j'ai lu cette petite phrase, un bon recrutement, c'est plus qu'un choix, c'est une adoption mutuelle. C'est presque une histoire d'amour. C'est la façon dont vous le décrivez, il faut que ça matche. En tout cas, c'est ce que vous nous dites et on en parlera avec vous dans quelques instants. Éric Gras, merci d'être là, merci de revenir sur le plateau. Vous êtes directeur marché de l'emploi chez Indeed, qui n'est pas un job board, je le précise tout de suite pour que les choses soient bien claires. Et vous êtes un spécialiste évidemment de ces data, des masses, parce que c'est intéressant de voir évidemment comment vivent l'offre, la demande et comment aujourd'hui le marché de l'emploi se trouve. Et avec nous Stéphane Actis. Bonjour Stéphane. Vous êtes associé et directeur général du groupe GER. Alors, on vous a invité parce que c'était intéressant, vous étiez venu il y a quelques mois dans une période très complexe où peu de chefs d'entreprise venaient nous parler de vos difficultés parce que vous faites du recrutement et de l'événementiel, et vous étiez venu nous parler évidemment du trou d'air que vous aviez vécu. Les choses repartent très fort et on va parler avec vous recrutement parce que à travers vos clients, vous placez en fait des secrétaires, des hôtesses, des personnes qui vont être à l'accueil pour le dire, et je crois que vous élargissez d'ailleurs votre spectre et ça reste toujours très compliqué pour les entreprises de recrutement. Éric Gras, je vous pose d'abord la question à vous avant de me tourner vers les acteurs de l'entreprise. On a raison de poser le problème dans une sorte d'inversion du sélection classique du marché du travail qui est devenu un marché de la séduction. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la réalité d'un employeur? Il dit il faut à tout prix que je séduise ceux qui vont aller sur Indeed. Sur Indeed ou ailleurs, mais en effet le marché a complètement changé. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'une part, on a une reprise suite au Covid. Il y a une croissance économique. Et ça touche tous les secteurs. Et excusez-moi, il y a un peu plus de 460 000 ruptures conventionnelles en 2021, qui nous a amené à dire qu'on n'était pas dans la grande démission, mais qu'on y allait quand même doucement. Oui, alors ça c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient déjà démissionner avant le Covid, qui pendant le Covid n'ont pas pu le faire, et donc le font après. Suite à ça, il y a aussi les attentes et les aspirations des candidats et des collaborateurs qui ont évolué, grâce à cause du télétravail. Et puis il y a 54% d'offres d'emploi en plus, en moyenne.
avec des différences notoires selon les secteurs d'activité, c'est plus de 100% dans certains secteurs. Donc on se retrouve dans un marché de choix, quand en avant on était dans un marché plutôt de dépit. Ce matin, je suis allé sur Indeed, vous n'allez pas me le reprocher, puis j'ai pris une annonce, d'ailleurs c'était dans une mutuelle dont je ne citerai pas le nom, et j'ai trouvé hallucinant la façon dont était présentée la fiche. Trois fois de suite, il est indiqué à celui qui regarde l'annonce tous les avantages dont il va bénéficier. C'est indiqué dans le texte, dans le corps du texte, c'est indiqué dans les avantages, c'est réexpliqué ensuite une troisième fois par des items bullet point. Enfin, c'est incroyable les efforts que vous faites, vous et les entreprises. Oui, en fait, avant, on faisait un copier-coller d'une fiche de poste. On se contentait de dire, voilà le job, avec un descriptif qui ne donnait pas envie. Et là, on bascule dans un marketing candidat. Attention au mot marketing d'ailleurs. Mais en effet, il faut donner envie. Donc, il faut comprendre qui sont les candidats d'aujourd'hui, leurs aspirations, leurs attentes. Ouais. Et donc, pour attirer ces candidats... On le voit. Là, c'est visible. En effet, leur donner des éléments de réponse pour que ça fonctionne. Frédéric Potier, je voudrais juste qu'on voit cette image, parce que je vais donner la parole à Stéphane Actis, mais cette image, elle est importante. C'est votre marque employeur, et c'est une campagne très récente, donc c'est intéressant de la voir. Ce sont des collaborateurs de la MGEN qui ont accepté d'être pris en photo, donc de se mettre en scène et de devenir vos ambassadeurs. Comment ça s'est passé? Comment est née cette idée? Parce que cette idée est née du constat qu'on vient de faire à l'instant. Oui, tout à fait. Vous avez dit, il faut qu'on transforme. En fait, suite au premier confinement, on a commencé à réfléchir pour retravailler notre marque employeur. Et avec le groupe Havas, on a fait le constat qui vient d'être dit, c'est-à-dire que au-delà de la fiche de poste, au-delà des avantages classiques, j'ai envie de dire de rémunération. 13e mois, télétravail. Il faut expliquer qui on est vraiment. Et qui, mieux qu'un collaborateur, peut expliquer finalement comment ça se passe de l'intérieur. Et donc, nos collaborateurs, on a fait un appel à candidature et on a beaucoup de collaborateurs qui ont souhaité s'exprimer sur le sujet. Par ailleurs, les photos sont belles et effectivement, ce sont vos ambassadeurs. On s'y retrouve, on s'identifie à leur visage, à leur histoire, puisqu'il y a des vidéos, il faut le préciser, il n'y a pas que des images. Concrètement, vous en êtes où, vous, en termes de recrutement? Parce que je trouve que la marque, en plus, la MGEN est une marque patrimoniale, 75 ans, connue des enseignants, qui a une belle image. Vous galérez aussi? On galère aussi, oui, parce qu'on n'est pas extérieur au marché, j'ai envie de dire. On a les mêmes difficultés que le marché. Et pour justement, cette marque employeur, elle nous permet de dire mettez-nous finalement au cœur de votre développement. C'est une adoption mutuelle, comme vous l'avez dit. Et donc, cette marque employeur, elle a un objectif qui, au-delà des acquis classiques, eh bien, va vous expliquer pourquoi il faut venir chez nous. Et on l'a dit, aujourd'hui, chaque candidat a à peu près 4 ou 5 offres différentes quand il arrive chez nous. Et donc, il faut qu'il puisse choisir. Et pour faire le choix, faisons connaissance. Je m'autorise à le dire, c'est un candidat consommateur. C'est un peu le grand supermarché. C'est-à-dire qu'avant, il avait un produit, puis il n'avait pas trop le choix. Puis là, aujourd'hui, sur l'étagère, il en a plein, avec différents tarifs, différentes couleurs. Parce que c'est un peu ça aussi que ça raconte, ce marché de l'emploi. Stéphane Actis, côté recrutement, parce que c'est intéressant, on a une vision très macro. Et puis là, vous êtes, vous, vraiment au contact de salariés à qui vous dites bonjour, et vos équipes, bonjour, on a un poste dans une belle entreprise, dans un grand cabinet d'avocats. Comment vous faites? Parce que vous aussi, vous êtes en première ligne et vous galérez. Alors, la première chose que font nos équipes et nos collaborateurs depuis maintenant quelques mois, c'est d'informer nos clients et de donner des infos à nos clients. Parce que, avant tout, leur faire comprendre que le monde a changé, mais le monde a évolué. Et qu'effectivement, on parle d'un marché de séduction, mais on parle d'un marché aussi de l'employé, parce qu'il n'y a pas que les recrutements, il y a aussi les employés internes qui vont chercher plus de choses, plus de bien-être, plus d'avantages, etc. Donc il y a les deux choses, le recrutement et l'employé. Mais nous, on est là, avec notre vision globale, je dirais, des clients que l'on a dans différents secteurs et différents territoires du marché français, de les aider, de leur dire voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que veulent les candidats, voilà ce que souhaitent les c'est quoi? C'est pour les faire un peu redescendre aussi sur des ambitions, sur des exigences parfois que peut avoir l'employeur et vous leur dites attends, ça ne marche plus du tout comme ça. Exactement. Nous on a un rôle double, parce qu'on a un rôle auprès du candidat, de le motiver et de lui donner quelques avantages à venir dans l'entreprise qu'on va lui présenter. Donc on est là aussi pour le coacher quelque part. Et on est là pour coacher aussi l'entreprise, pour lui dire attendez, si vous voulez faire venir ce type de personnes, il va falloir que vous soyez un petit peu plus large sur les avantages, sur le télétravail, sur une cantine interne. Vous tordez doucement le bras à l'employeur, quoi. Vous lui dites va un peu plus loin. Il faut faire trouver le bon équilibre. C'est surtout ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de réussir à avoir un candidat qui va comprendre qu'il ne peut pas aller non plus trop loin, mais qu'effectivement les choses ont changé, et un employeur qui va dire je dois donner un peu plus quand même. Cet équilibre, il est très très difficile, parce que selon les postes, que ce soit une assistante juridique ou un DRH, ou un secrétaire général, un directeur international de société,
les revendications, j'ai tendance à dire, sont quasiment les mêmes aujourd'hui. C'est pas différents strates de postes Non. qui font qu'on pense différemment. Non, on pense pareil. La C'est première question... flexibilité, télétravail. Bien sûr. On a eu encore un poste il y a quelques jours sur un secrétaire général d'un grand cabinet d'avocats. La première question, le candidat que j'interroge, me dit... Gros poste. Combien de jours de télétravail? La première question d'un poste Ça, c'est à incroyable. responsabilité important, avant même les notions de clause, d'exclusivité, de clause Et de mon contrat, poste même. et du poste Ouais. tel qu'il est, parce qu'il peut être très différent d'un Bien sûr. à un autre. Donc c'est quand C'est- même un retournement terrible de la situation sur lequel... Juste d'un mot, parce que j'aimerais entendre Éric Gras et Frédéric Potier, on est quand même dans un mouvement de grève là, qui bloque à la fois les transports, les raffineries. J'ai lu dans Le Monde que les DRH étaient impactés par ces mouvements, parce que ça vibrait dans vos entreprises aussi, c'est que toutes les entreprises, finalement, les DRH sont très sollicités. Vous êtes aussi sous pression, en plus de collaborateurs en interne qui vous disent, mais attendez, maintenant il faut nous augmenter, il faut changer les règles. Est-ce que ça, c'est une pression supplémentaire, en plus du recrutement? C'est une pression supplémentaire, mais c'est pas la pression salariale n'est pas l'unique pression. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ça soit pour l'interne comme vous le dites ou pour l'externe, il faut avoir du sens au travail. Ça c'est la première, au-delà de la rémunération, au-delà des avantages divers et variés. Pardonnez-moi, mais il y a des postes même en mutuelle où il consiste à faire du traitement de données, de les reporter sur un logiciel Excel ou je n'en sais rien. Excusez-moi, là ce sont des postes où vous ne pouvez pas vendre du rêve à un collaborateur. Alors ce que je veux dire, Enfin, c'est c'est... que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité en la matière. Eh oui. C'est-à-dire que quand on est une mutuelle comme la nôtre, à but non lucratif, on est un acteur dans une entreprise privée, mais à but non lucratif, déjà, ça change un peu le discours. C'est vrai. Et l'autre point, c'est que la crise du Covid nous a obligés à revoir l'organisation du travail et l'environnement du travail. Mais Éric Gras, ce que l'on dit là, dans l'actualité qui vient percuter nos vies quotidiennes, c'est-à-dire des salariés qui réclament des augmentations, et en plus ces difficultés dans le recrutement, quelles sont vos solutions? Parce que vous aussi, quelque part, on l'a vu, hein, vous avez fait une rentrée tonitruante, Indeed, parce que vous avez dit, nous on ne prend plus d'annonces s'il n'y a pas le salaire. Bah non, mais ça avait été... Non, on préconise. Oui, Après, on ça avait été arrête toutes les offres d'emploi. oui même s'il y a pas les de médias salaire. avaient un peu vendu comme ça, en disant Indeed tape très fort du poing sur la table. En fait, parce que c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que la première préoccupation, tout poste confondu, le besoin primaire, quand je cherche un job qui correspond à mes compétences, à ma zone de mobilité géographique et à mon niveau de rémunération souhaité. Ok. Donc, quand il n'y a pas ça, une offre d'emploi qui n'a pas d'élément de rémunération, même au moins une fourchette, c'est 80% de clics en moins. C'est-à-dire que le candidat, il lit même pas l'offre. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a 5 jobs pour un candidat, c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs, Bien plus. oui, bien sûr. Je vous invite tous à chaque fois, avant de poster un job quelque part, de faire une veille sur Indeed, De vous mettre benchmarker, à ouais. la place du candidat. Oui. C'est-à-dire considérez vos candidats comme vos clients. Et donc, si vous Et allez voir recrutez ce qu'il y a. une assistante de direction dans le 15e arrondissement, vous tapez assistante de direction sur Indeed dans le 15e, Et ça vous vous allez donne... voir le nombre d'offres d'emploi qu'il y a. Et vous allez voir qu'il y en a systématiquement plus de 5, quel que soit le métier. C'est plutôt 300, 800, 2000, etc. Donc le candidat a le choix. Donc cet élément de rémunération, il est vital. Et pour rebondir sur ce que vous disiez... la D'autant notion plus en ce de moment, sens, Éric. Hein. Alors d'autant plus en ce moment... Dans une actualité, on ne parle que de ça. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on incite les entreprises à être transparentes. Il y a aujourd'hui que 25% des offres d'emploi qui affichent le salaire. Il y a une directive européenne qui est en cours de discussion pour Très imposer intéressant. ça à toutes les entreprises de plus de 50 salariés demain, ne serait-ce que pour la transparence salariale. On ne postule pas à vue. Et en plus, ça évite de faire perdre du temps et aux recruteurs et aux candidats. Donc on postule en connaissance de cause. Voilà. Ça évite aussi les sujets de parité, homme-femme, Bah oui, bien sûr. ou de sentiment d'avoir une Et discrimination. puis quand il n'y a pas le salaire, on se dit il y a une embrouille, c'est pas clair, le poste me plaît, mais c'est pas clair. Vous êtes là sur ces questions-là de salaire, là les offres que vous proposez alors, sur Indeed et ailleurs, ou en direct, il y a le salaire. Il y a le salaire. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le salaire brut, il faut le préciser. Ce qu'on dit, c'est que le salaire, encore une fois, je pense que le salaire est très important, on l'a dit. Le package social autour Toutes les est offres, important bien sûr. aussi. Là où on va faire la différence, c'est sur le reste. Alors c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le 13e mois, qu'on a mis le télétravail, Ouais. qu'on a rajouté la mutuelle, la complémentaire santé, qu'on a rajouté les tickets restaurants, c'était l'annonce que j'ai lue chez vous tout à l'heure, bah, il reste quoi? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Eh ouais. C'est la culture La d'entreprise. culture d'entreprise et la façon dont on vit dans l'entreprise. Et c'est vrai que moi j'engage aujourd'hui tous nos collaborateurs à aller chez nos clients et pas que faire des visios ou des appels téléphoniques pour voir quand on va dans une entreprise comment ça se passe. De l'accueil à la Ça c'est première important réunion, d'aller voir. au bureau, aux personnes qui vous saluent, à la machine à café
comment on se sent dans une entreprise. C'est-à-dire l'atmosphère d'une entreprise. Exactement, mais ça, c'est important. ce qui va faire la différence aujourd'hui, en plus des aspects de rémunération et autres, pour rentrer dans les entreprises. On s'y sent bien. Quand même, j'ai vu qu'il y avait pas mal de salariés, vous devez le savoir mieux que quiconque, qui vont après sur des pas de sites, ils vont voir les réactions des salariés. Alors vous avez vos ambassadeurs qui témoignent et c'est un moment important, puis il y a ceux on va voir après ce que disent les salariés vraiment off. Ça compte énormément, ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur les pages d'entreprise Indeed ou Glassdoor, par exemple, on constate que 92% des candidats consultent ces avis, parce qu'en fait, il y a l'aspect marque employeur marketing, donc ce que va dire l'entreprise d'elle-même, auquel les candidats ne croient plus beaucoup, parce que toutes les entreprises sont extrêmement bienveillantes, il y a du greenwashing, il y a tout ce qu'on veut, il y a de la diversité. Puis après, donc, ils ne prennent pas ça pour argent comptant. Et ce qu'ils veulent voir au-delà du salaire, c'est en effet, si je me projette dans l'entreprise, comment moi, sur tel type de poste, je vais être considéré, comment je vais être managé. J'ai l'impression que vous êtes en train de me parler de quelqu'un qui est en train de louer une chambre d'hôtel et qui va sur Trivago pour voir ce que disent les clients. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme un consommateur. J'ai besoin de me projeter. Et l'emploi, c'est pas juste je loue une chambre d'hôtel pour un soir. Je me projette pour plusieurs années et je vais y passer une partie de ma vie. Vous avez une vue un peu panoramique, ça fait très longtemps que vous faites ces métiers. DRH d'une entreprise de plus de 10 000 salariés, ça fait longtemps que vous le faites ce métier. Enfin, c'est plus qu'une mutation, c'est une totale révolution. C'est une révolution, on peut le dire. Oui, tout à fait. Encore une fois, je pense que là, au-delà du sens, que je dis qui est important, quand même, la recherche de sens, notamment pour les plus jeunes aujourd'hui, c'est aussi le fait que on trouve une culture d'entreprise qui convienne à qui on est. C'est ça. C'est-à-dire l'intérêt des projets, la façon dont on mène les projets. À la MGN, par exemple, on a développé l'agilité. On a mis en place la méthode agile pour tous nos projets. Et cela nous a permis d'attirer beaucoup de jeunes talents, notamment des informaticiens. Très recherchés. Très recherché. Concrètement, cette révolution, elle pose un autre sujet quand on parle au DRH en off. Alors parfois, ils le disent, ils l'évoquent sous les projecteurs, mais en off, ils vous disent, j'ai aussi un problème d'engagement, de mobilisation des collaborateurs qui aujourd'hui sont plus motivés pour aller au travail. C'est-à-dire, pour aller au travail, vous avez cette difficulté-là ? C'est-à-dire que vous êtes obligé de mobiliser quelqu'un et de lui dire, mais c'est important d'aller travailler, il faut le faire. La démission silencieuse. La démission silencieuse. Mais il y a ceux qui sont dehors et qui disent, c'est pas mal, mais j'ai pas très envie d'y aller en fait. Oui, alors ça, on le voit de plus en plus. C'est bien ce qu'ils me proposent, mais j'ai pas envie. On le voit de plus en plus. Alors nous, on n'est pas trop touchés par ce point-là aujourd'hui. On a une équipe qui est assez jeune, avec laquelle on a essayé de travailler depuis le Covid, sur différentes solutions, sur du télétravail, sur plein de choses qui ont permis de pérenniser l'emploi au sein de la structure. Mais chez nos clients, c'est courant et ça devient très régulier et donc dangereux. Parce que ça met quand même un certain nombre de points sur le fonctionnement de l'entreprise, ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise au jour le jour, et c'est là que des entreprises comme les nôtres sont là pour aider, pour trouver des intérimaires, pour trouver des remplaçants momentanés aussi, parce qu'une entreprise à qui il manque 2, 3, 4 personnes, c'est là où fonction clé. C'est vous le pompier là dans l'affaire, on appelle GR et on dit, dites donc, je suis en galère. Le pompier, en plus c'est le pompier le jour J, il nous faut quelqu'un pour un accueil, mais pour du juridique, pour des notaires qui ont des dossiers à faire, il leur faut bien quelqu'un parce que les dossiers doivent avancer, donc il y a des signatures prévues, des dates, il faut que ça avance. Comment vous gérez, vous, ça, en tant que GR ? Parce que c'est un débat plus que philosophique, c'est anthropologique. C'est quelque chose qui est en train de nous percuter, dont on parle là sur ce plateau, dont on ne perçoit pas tout à fait les causes profondes, mais il se passe quelque chose. Comment vous le vivez, ça ? Alors, on le vit de deux manières. D'abord, je suis assez d'accord, il n'y a pas de grande démission en tant que telle comme aux États-Unis, en France aujourd'hui. En revanche, une démission silencieuse. C'est une démission silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a un désengagement on fait le minimum des entreprises. Ça, c'est ce que, avec mes confrères des RH, on peut constater. Pour régler ce sujet-là, il y a de mon point de vue en tout cas, une seule solution, c'est de mobiliser autour de projets qui ont un impact pour chacun dans l'entreprise et que chacun se sente en capacité d'agir sur ces projets. Si ce que je fais au quotidien, je n'ai absolument pas la main sur... Ni du retour, ni la main. Ni la main, exactement. Mais ça, c'est majeur. Ça dépasse peut-être les compétences d'Indeed, encore que vous avez une vue panoramique. Il y a un vrai débat, encore une fois, anthropologique, philosophique. C'est les salariés disent, moi, j'ai bien envie d'aller dans cette boîte, mais moi, on me dit sur les sites, on n'a pas de reconnaissance, les managers sont trop durs, les exigences sont trop fortes. Ça pose une question, ça. C'est qui va gagner dans ce bras de fer, là, qui est terrible ? Le nerf de la guerre, on a beau mettre de la data, des machines, tout ce qu'on veut, ça reste l'humain. Oui. Les plus belles entreprises et les plus belles réussites, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et donc, il faut trouver ces talents-là. Donc, c'est une histoire de rencontre, ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Donc, pour que ça matche, il faut que les deux soient transparents.
Si l'entreprise commence par ne pas être transparente, à dire vraiment qui elle est, ça ne marchera pas. Donc il ne faut pas se survendre, il faut dire qui on est. Et le collaborateur, pour être efficace, il a besoin en effet de se projeter, d'être considéré. Exactement. Et ce qu'on a vu avec le Covid, et notamment le télétravail, c'est la notion de confiance. Donc il y a un vrai souci de management, en tout cas d'évolution du management en France. Clairement. Et c'est en quoi je contribue. Vous disiez tout à l'heure sur un Qu'est-ce que métier j'apporte, basique, qu'est-ce que j'apporte, c'est Ouais, comme exactement. le sens quand je saisis des données. Il y a saisir des données dans l'entreprise A et dans l'entreprise B. Et quelqu'un qui adore son job, vous verrez quand il y a une discussion autour d'un barbecue, etc., la première chose qu'il va vous dire... Entre hommes, donc, hein, le barbecue. Ouais, ou une plancha, pour le coup. La première chose qu'on va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne va pas rédiger la fiche de poste. On va dire Mais évidemment, bien ce sûr. qui nous rend fiers de faire ce job et donc de mettre en avant le sens. On ne va pas dire je suis opératrice de saisie à la MGEN. Moi, j'aide les collaborateurs Eh à oui. gérer leurs dossiers. Soi-même, on prend en charge ce sens. Voilà, on est obligé. Chacun va trouver ses mots, mais c'est ça. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans la marque employeur. Merci à vous. Je serais resté encore une heure de plus parce que c'est, je pense, le sujet central qui impacte tout le marché du travail et au-delà même des DRH, c'est vraiment une transformation radicale et on va évidemment suivre ce dossier de très près. Merci à vous Stéphane Actis, associé et directeur général du groupe GR Recrutement et événementiel, il ne faut pas l'oublier. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous Frédéric Potier, DRH de la MGEN, 10 000 collaborateurs avec cette campagne marque employeur. C'est du vrai, c'est du solide, hein, parce que tout à l'heure vous disiez que c'est... Non, c'est du vrai, c'est du solide. C'est des vrais salariés qui témoignent Absolument. et qui nous font partager leur engagement et le plaisir qu'ils ont à travailler à la MGEN. Et merci à vous Eric Gras de nous faire partager votre analyse globale. Head of Talent Intelligence, mais on va le mettre en français, vous êtes directeur de l'emploi et du marché du travail chez Indeed. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va vous intéresser. On découvre un nouveau métier, carriérologue. Mais qu'est-ce que c'est donc que carriérologue? Vous allez le découvrir tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec un nouveau métier et un nouveau mot. Je ne vous cache pas que je l'ai découvert. Carriérologue, qu'est-ce que c'est donc? On en parle justement avec Jean-Baptiste Morin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors vous êtes carriérologue Oui. Et fondateur de la méthode Behave. D'abord, juste avant que vous nous expliquiez ce mot qui existe depuis les années 70. Oui, c'est ce que j'ai identifié. Oui. Et donc vous êtes carriérologue en titre. Vous êtes ingénieur à l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'ingénieur chargé d'un cabinet international sur le financement de l'innovation, vous vous retrouvez aujourd'hui à diriger Behave? Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Le storytelling. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, alors le vrai fondement, c'est presque, ça a été mon mariage, Ah, à l'issue duquel on a décidé avec ma femme de partir via une ONG en tant que professeur d'université en Indonésie. c'est ça. Et c'est là où j'ai eu un déclic sur la pédagogie, qui ensuite, ça a germé, ça a mûri, et j'ai découvert une appétence très prononcée pour l'orientation professionnelle et l'employabilité d'individus. Carriérologue, vous me l'avez dit, c'est vous qui portez. Je ne voulais pas créé une entreprise de bilan de compétences, il y en a plein. Je voulais proposer autre chose. C'est quoi carriérologue exactement? Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. Quand vous avez mal au dos, vous allez voir un ostéopathe. Quand vous avez un problème aux yeux, vous allez voir un ophtalmologue. Quand vous avez un problème dans votre vie professionnelle, un manque de sens, un épuisement, un ennui, un essoufflement, que sais-je, vous allez voir un carriérologue. La carriérologie, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui vise à faire émerger de tout parcours de vie l'identité professionnelle d'une personne. Alors qu'est-ce que c'est que l'identité professionnelle? C'est l'ensemble des contextes professionnels dans lesquels il est bon qu'une personne soit, bon pour elle-même et bon pour les bénéficiaires directs et indirects. Ce qui n'est donc pas toujours le cas, c'est l'idée d'être centré entre ce qu'on est et c'est ça. Hein. Exactement. Et donc, on pousse la porte de Behave, visio évidemment, à distance, vous travaillez dans toute la France, Présentiel. ou en présentiel. Et là, on dépose sur la table au carriérologue ces mots. C'est quoi les MAUX Oui. Et ces mots à travers des mots. Oui, aussi, tout à fait. C'est quoi les mots MAUX des collaborateurs que vous accompagnez? Eh bien, cette sensation d'être à côté de la plaque, on en parle beaucoup en ce moment, le Covid a probablement catalysé ces sujets-là, j'ai plus de sens, à quoi bon tout ça, je comprends pas ce qui se passe, ou cette sensation, c'est assez facile de se rendre compte, en général, le corps nous dit des choses quand ça va pas. Bien sûr. Mal de dos, mal de tête, oui, par exemple, mal de ventre. Ces mots, c'est cette sensation de ne pas être au bon endroit, au bon moment, et de passer à côté, d'être transparent, ce genre de sujet. Mais on évoquait tout à l'heure avec Philippe Gabillet la notion de psychologie au sein de l'entreprise, mais là, quand même, il y a une grande part de psychologie, oui, bien sûr, d'écoute, d'attention, oui. pour essayer quoi? Ensuite, de les accompagner vers le bon chemin, c'est bien Exactement. En fait,
L'idée, c'est de comprendre quand il y a un mal ou des maux, de comprendre quels aspects de la personnalité de la personne sont insuffisamment nourris au point que sur plusieurs mois, années, décennies, ça dépend des gens, il y a quelque chose qui s'exprime. C'est pour moi tout simplement l'indicateur que des aspects de la personne sont insuffisamment sollicités dans la vie professionnelle. Donc il faut juste trouver les métiers qui sollicitent ces aspects de personnalité qui sont prégnants chez la personne. D'un point de vue technique, Behave, votre méthodologie de carriérologue, c'est quoi? Ça prend combien de temps? Je pousse la porte, je ne me sens pas bien. Pour les particuliers, c'est le bilan de compétences. Donc ça rentre dans le cadre posé par l'État français sur le bilan de compétences. C'est globalement 7 séances, en moyenne 2 heures chacune. Donc en moyenne, c'est entre 2 mois et demi et 4 mois, le temps de faire ce processus d'introspection sur eux. Et vous, qu'est-ce que vous avez le sentiment, à travers votre parcours professionnel, à travers votre histoire d'ingénieur, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter en plus? Je dirais que c'est le modèle en fait, que j'ai créé il y a 5 ans, ce modèle d'orientation et de gestion de carrière qui s'appelle Behave. C'est de là que tout est parti. Je ne sais pas si vous souhaitez que je rentre dans le... Mais fondamental, vous avez créé une méthodologie Oui. en fait. Comment ça fonctionne? En fait, le point de départ, donc déjà étymologiquement, behave, c'est le mot anglais, l'infinitif, qui veut dire se comporter. Donc en fait, mon attention s'est portée il y a 5 ans sur ce mot se comporter, en identifiant que dans un recrutement, en fin de compte, c'est l'aboutissement d'un processus de confiance. Et la confiance, qu'on le veuille ou non, ça passe par le comportement. À tout instant, vous vous comportez, que vous le vouliez ou non, vous vous comportez. L'enjeu, c'est de créer un climat dans un contexte large de recrutement qui va créer de la confiance, et non pas de la méfiance ou pire de la défiance. Et donc ce mot comportement, je m'arrête net dessus, j'étais en Asie à ce moment-là, donc je réfléchissais beaucoup en anglais. Behave, je m'arrête net sur ce mot-là, je fais quelques recherches étymologiques pour essayer de comprendre l'histoire de ce mot-là. Est-ce que par exemple, behave sur plusieurs siècles, c'est la rencontre du verbe être et du verbe avoir, to be et to have? Oui. Et bien aussi surprenant que ça puisse paraître, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une autre étymologie. Et ça a été la force de l'évidence. Vous avez creusé ce mot en fait pour... J'ai observé ce mot en me disant, mais c'est marrant parce que si on sépare les 2 premières lettres et les 4 dernières, on a quand même être et avoir. Oui. Et donc cette intuition que j'ai eue, c'est de se dire que pour qu'une personne ait un comportement aligné dans un recrutement ou dans l'exercice de son travail, si cette personne peut bien comprendre qui elle est, to be, sa personnalité, son tempérament, son caractère, ses qualités singulières. Donc ça, c'est un premier cercle, le cercle B. Et identifier et cartographier les compétences qu'elle a, une expertise technique qu'elle a acquise, donc qu'elle a avec elle, qu'elle peut mobiliser. Les deux ne formant plus qu'un. La rencontre des deux, cette zone d'intersection entre le be et le have, je l'appelle la zone de responsabilité. Et mon intuition, c'est que cette zone, elle n'est vide pour personne. Donc il suffit, entre guillemets, de bien comprendre qui je suis. C'est souvent le be qui... C'est le diagnostic qu'il faut bien faire à l'origine. C'est bien ça votre travail. Hein. De manière à pouvoir mettre au centre des choses. Exactement. Identifier les contextes professionnels qui nécessitent des caractères, des traits de personnalité que j'aurai, que j'ai par ailleurs, et des compétences. Et l'intuition que j'ai, c'est qu'une personne qui identifie les métiers qui sont dans cette zone d'intersection entre le be et le have, non seulement elle peut s'attendre à ce que ça lui plaise, parce que c'est aligné sur ce qu'elle est et les compétences qu'elle a, mais comme l'orthographe de behave nous dit que be plus have égale behave, elle peut s'attendre à ce que, parlant de son activité ou exerçant son métier, ça rejaillisse positivement sur son environnement, par son comportement aligné et créateur de confiance et d'harmonie. J'ai tout compris. Carriérologue, c'est votre métier. Behave, c'est votre méthodologie, celle que vous avez inventée, en tout cas fait naître en Indonésie, puisque c'était... Alors c'était à Singapour. À Singapour, pour être précis. Vous avez découvert ce nouveau métier, carriérologue, dans Fenêtre sur l'emploi. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne dans cette émission. Raphaël, aujourd'hui, à la réalisation. Thibaut, pour le son. Nicolas Juchat dans mon oreille. Merci à vous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye.